Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 11 décembre. À la une de l'actualité, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé une réunion du Conseil des ministres consacrée entre autres à la situation des silos de stockage des céréales, les projets de réalisation de Dzayel Media City, de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Garage-Villette. Les efforts de développement se poursuivront jusqu'à la réalisation de tous les engagements, a affirmé le président de la République dans son message à l'occasion du 63e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Au plan dans ce journal sur la ligne ferroviaire Tindouf-Béchar reliant le site minier de Garage-Villette au reste du réseau, la station de dessalement d'eau de mer de Mostaganem également. L'usine alimente près d'1 million de personnes. Situation tragique en Palestine occupée, les habitants Gaza massacrés par les bombardements incessants et les tirs d'artillerie de l'armée sioniste. La famine, la soif et les maladies accentuent le drame face auquel les organisations humanitaires restent impuissantes. De hauts responsables de l'État marocain font l'objet de mandats d'arrêt internationaux. Ils sont mis en cause grâce à de nouveaux éléments dans le scandale de pots de vin au Parlement européen. Les détails dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à plusieurs projets et secteurs. La réunion a porté notamment sur la situation des silos de stockage des céréales, l'usine de ciment à Djelfa, le projet de l'usine de ciment à l'Abyad Sédéchir al-Bayad, le suivi des 2 projets de réalisation de la ville médiatique Dzayel Media City et de la ligne ferroviaire minière Béchar-Tindouf-Garage-Villette. Il a été question également de la situation des stations de dessalement de l'eau de mer en sus de l'examen des données de l'équilibre d'approvisionnement du marché national. Et pour en savoir plus, on retrouve sans tarder Feliel Assari en direct de la présidence de la République. Feliel, bonsoir. Que peut-on retenir de ce Conseil des ministres ? Oui, bonsoir Sabrina. Effectivement, le Conseil des ministres qui vient de s'achever présidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Plusieurs dossiers ont été abordés lors de ce Conseil. Voici ce qu'il faut retenir concernant les silos de stockage. Le président de la République a ordonné de les transférer ou de transférer les projets immédiatement au Wali de la République. Mais leur étude technique dépendra ou seront toujours faits sous la supervision du ministère de l'Agriculture. Il demande également au Wali de le suivi de la saison agricole 2023-2024 et de faire des campagnes d'inspection et d'évaluation quotidienne des surfaces cultivées pour faciliter le travail des agriculteurs. Et cela entre bien sûr dans la politique d'assurer la sécurité alimentaire dans le pays. Le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et de l'Agriculture ont été par ailleurs mandatés pour régulariser au plus vite les dossiers de la remise en état des terres en octroyant les titres ou les actes de propriété. Le Conseil a par ailleurs donné le feu vert concernant les études techniques et financières du projet de cimenterie de l'Abyad Sédéchir et ordonne de terminer également le projet de la cimenterie de Djelfa.
Parmi les autres dossiers ou les autres points abordés lors de ce Conseil des ministres, on citera le secteur énergétique. Le président de la République a ordonné de lancer la réalisation d'une raffinerie à Hassim Saoud afin de diversifier les capacités de production des produits pétroliers à destination de l'exportation. Concernant l'industrie cinématographique, le président de la République a appelé à créer une entité nationale pour superviser le travail cinématographique, encourager les talents aussi bien nationaux que ceux de notre communauté établie à l'étranger. Et l'État s'engage également à financer les travaux cinématographiques à hauteur de 70% à travers des crédits bancaires. Voici les principaux points à retenir et aborder lors de ce Conseil des ministres, Sabrina. Merci Felila Sari pour ces précisions sur le Conseil des ministres qui s'est tenu ce dimanche. Nous y reviendrons durant ce journal. Pour l'heure, ce message du président de la République, Ahmed Tebboune, adressé ce dimanche, un message à la veille de la commémoration du 63e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Donc voici le contenu. Nous commémorons le 63e anniversaire des manifestations du 11 décembre dans une phase aux défis multiples auxquels notre pays fait face avec une volonté sincère et forte après le parachèvement du système institutionnel, des défis que nous relevons en mobilisant les efforts de l'État pour édifier une économie efficiente et compétitive, améliorer la vie sociale et le cadre de vie du citoyen. Pour ce faire, des efforts exceptionnels ont été consentis dans le processus d'édification de l'Algérie nouvelle afin de rattraper les situations difficiles qui se sont accumulées, que vivait la société, tout en veillant à répondre aux aspirations du peuple algérien brave, fier de son appartenance à la terre des Shohada et fidèle au message de novembre et au sacrifice de générations dont l'histoire a retenu une gloire éclatante. Une gloire couronnée par les hauts faits des militants et des moudjahidines mus avec le déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954, par leur foi en la victoire sur le colonialisme et sur sa machine de guerre bardée d'armes, de destruction qui a excellé dans la politique de la terre brûlée avec ses formes les plus brutales. Néanmoins, les révolutionnaires libres et résilients qui ont fait preuve de résistance dans les champs de bataille desquels ils sortaient ou victorieux ou martyrs, étaient convaincus que la volonté de vivre était véritablement plus forte. Les manifestations du 11 décembre 1960 sont intervenues pour exprimer sincèrement cette volonté à une phase où la glorieuse révolution approchait de la victoire, lorsque les voix s'était élevé pour revendiquer la liberté et l'indépendance dans les coins et recoins des villes, appelant à l'indépendance nationale. C'est cette même volonté de vivre et de s'émanciper qui ne saurait être enterrée par les bombardements odieux, la destruction abjecte, les plans de déplacement et les scénarios de nettoyage ethnique que l'occupant sioniste n'a eu de cesse de commettre contre nos frères en Palestine occupée. À cela s'ajoute le génocide, les crimes de guerre qui persistent depuis 2 mois dans la bande de Gaza. L'histoire retiendra sans aucun doute leurs auteurs et les contrats parmi les criminels et les ennemis de la vie et de l'humanité. Au moment où nous remémorons les images historiques et grandioses des manifestations du 11 décembre 1960, nous nous inclinons devant les sacrifices du peuple algérien dans cette halte éternelle de laquelle nous puisons la détermination et le déni de soi, emboîtant le pas aux Shuhada et Moudjahidines en vue de poursuivre avec les efforts de tout un chacun le développement du pays. Ces efforts, nous nous sommes engagés à ce qu'ils ne cessent pas, ne soient pas interrompus par les défis de la résistance au changement jusqu'à la réalisation des objectifs que nous nous sommes engagés à atteindre et que nous avons en priorité, qu'il s'agisse du nouveau modèle de relance économique, de l'amélioration du niveau de vie et du pouvoir d'achat, de la garantie des conditions d'une vie digne ou de la préservation de la place et du rôle de l'Algérie au niveau régional et international. Ainsi, avons-nous réalisé, grâce à la conscience collective de notre vaillant peuple, de la nature des défis et la noblesse des objectifs nationaux tracés, des avancées significatives ayant permis à notre pays d'ouvrir de larges perspectives au développement durable, de consacrer l'esprit de citoyenneté et de la vie décente
et de s'ériger en partenaire pivot et fiable, jouissant d'une forte estime pour ses contributions sincères et essentielles à l'instauration de la paix et à la stabilité dans la région et de par le monde. En conclusion, je tiens à me recueillir avec vous en cette occasion historique à la mémoire de nos vaillants chouhada et à adresser mes salutations à mes sœurs moudjahidates et à mes frères moudjahidines, priant Allah de leur prêter longue vie, santé et bien-être. Vive l'Algérie, gloire à nos martyrs, à nos valeureux martyrs. Fin du message du président de la République. Et on fait le point à présent sur la situation à Gaza qui est tragique, c'est le moins que l'on puisse dire. Les habitants subissent sans cesse les bombardements de l'armée sioniste et les attaques de son artillerie dans le centre et le sud de l'enclave notamment. Les appels du monde entier à un cessez-le-feu ont été condamnés par le veto américain aux Nations Unies alors que les organisations humanitaires dépeignent l'horreur au sein de l'enclave sans pouvoir intervenir. Badia Amardi. La situation en Palestine empire de plus en plus chaque jour. Sans réels efforts de la communauté internationale pour stopper un génocide en cours depuis 65 jours maintenant. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déploré la paralysie des Nations Unies face à la guerre, regrettant que le Conseil de sécurité n'ait pas voté en faveur d'un cessez-le-feu après un veto américain. Les efforts de médiation en vue d'une trêve se poursuivent, selon les affirmations du Premier ministre qatari, mais sans résultat tangible. En attendant, des raids violents près de Khan Younes au sud et sur la route vers Rafah, frontalière de l'Égypte, ont été menés par l'armée de l'entité sioniste. Au sol, les combats se déroulent principalement dans la région de Khan Younes, à Jabalia au nord et à Razaville. Les combattants palestiniens résistent toujours face à l'entité sioniste qui a mobilisé un nombre impressionnant de soldats au cours de cette opération où 27 arrestations arbitraires de Palestiniens ont eu lieu dans diverses régions de la Cisjordanie occupée, à Toubas, El Khalil, Dahiriya, Beit Lahm, Naplouse et au camp de réfugiés de Qalandia. Le génocide du peuple palestinien a un impact catastrophique sur la santé, affirme le patron de l'Organisation mondiale de la santé, ajoutant que les conditions sont idéales pour la propagation de maladies mortelles. Les besoins en matière de santé ont considérablement augmenté et la capacité du système de santé a été réduite à un tiers de ce qu'elle était. Et de regretter que le système de santé de Gaza soit à genoux et s'effondre, avec seulement 14 hôpitaux sur 36 fonctionnant avec une certaine capacité. Seuls 1400 lits d'hôpitaux sur les 3500 initiaux sont encore disponibles, tandis que les deux principaux hôpitaux du sud de Gaza fonctionnent avec 3 fois leur capacité en lits, à court de fournitures et des milliers de personnes déplacées. Pour sa part, Philippe Lazzarini, patron de l'Ournois, accuse Israël de préparer le terrain à l'expulsion massive des Palestiniens de l'enclave vers l'Égypte, une accusation rejetée par les autorités de l'entité sioniste. La porte-parole de l'Ournois, Tamara El-Rifai, ajoute que les équipes de l'agence onusienne n'avaient pu distribuer de l'aide que dans une très petite partie du sud de la bande en raison de l'intensité des bombardements dont la situation devient de plus en plus catastrophique. Pour l'heure, 17 700 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 49 000 autres ont été blessés lors de l'agression de l'armée sioniste contre l'enclave palestinienne, toujours en cours depuis le 7 octobre. Il est naturel d'évoquer les droits des Palestiniens en cette journée mondiale des droits de l'homme, une date qui marque l'un des engagements mondiaux les plus importants, à savoir la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pourtant, ces principes les plus fondamentaux sont bafoués et violés en Palestine occupée ou encore au Sahara occidental. Yamina Saïch. Les 9 et 10 décembre correspondent successivement à l'anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En 1948, une période qui souligne également la reconnaissance d'une entité politique raciste, colonisatrice et génocidaire sur la terre de la Palestine, qui depuis n'a cessé de prouver à l'humanité le danger qu'elle représente sur la région et le monde entier, et sans mépris du droit international. Depuis, cette entité criminelle méprise les résolutions de l'ONU lorsque celle-ci est incapable, après plusieurs séances consacrées, de voter une résolution imposant un cessez-le-feu à l'opération génocidaire menée sous les yeux du monde entier. Un crime sordide où se mêlent des images de corps d'enfants déchiquetés par des obus et des cadavres jonchant les rues dans l'un des pires massacres du siècle. Le Sahara occidental est un autre dossier qui rappelle
en ces journées commémoratives l'injustice de cet ordre mondial que les institutions internationales sont incapables de solutionner. La MINURSO, créée en 1991, reste la seule mission de maintien de la paix onusienne sans aucun rôle en matière de droits de l'homme. Le Merzen utilise les mêmes pratiques que l'entité sioniste, a fait capoter toutes les tentatives d'inclure la surveillance des droits de l'homme dans le mandat de la MINURSO. Malgré les scandales répétés, choquants et dégradants révélés par les médias du monde entier sur les pratiques du Merzen, faites d'espionnage comme dans l'affaire Pegasus et de corruption d'eurodéputés comme dans l'affaire Maroc-Gate, aucune justice n'est rendue au peuple sahraoui, malgré les nombreuses plaintes, dont les 6 déposées en novembre 2022 contre le Maroc devant le comité contre la torture des Nations Unies à Genève. La situation ne se débloque pas et la répression continue encore et toujours. Représentant le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, prend part aux travaux de la 21e édition du Forum de Doha qui se tient sous le slogan « Construire un avenir commun ». L'ouverture des travaux a été marquée par la présence de l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, lui a transmis à l'occasion les salutations de son frère, le président Abdelmadjid Tebboune, et ses vœux de succès des travaux du Forum de Doha dans l'aboutissement à des solutions constructives permettant à la communauté internationale de renouveler son engagement aux principes et bases de travail multidimensionnels afin de faire face aux défis actuels imposés par les divisions et conflits à différents niveaux. Lors de ce premier jour des travaux, les débats ont porté autour de la question palestinienne dans le contexte de la poursuite de l'agression barbare perpétrée par l'entité sioniste à l'encontre de civils innocents à Gaza. Et en marge des travaux du Forum de Doha, le ministre des Affaires étrangères a été reçu par Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Al Thani, président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar frère. La rencontre a été l'occasion de passer en revue les relations fraternelles et la coopération entre les deux pays et les voies de les renforcer. Ahmed Attaf a été reçu par le président du Conseil des ministres de l'État de Palestine, frère Mohamed Shtayyeh, a salué les positions constantes de l'Algérie et sa solidarité continuelle avec le peuple palestinien. Puis le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a eu des entretiens bilatéraux avec son homologue jordanien, Ayman Al-Safadi. Et les deux parties ont abordé les développements des attaques sionistes à Gaza et les efforts arabes et les moyens de les renforcer en soutien à la cause palestinienne. Retour dans le pays et cette annonce d'Algérie Télécom d'importantes baisses tarifaires sur l'hébergement de sites web adoptés au profit des médias nationaux, ceci en application des mesures décidées par le chef de l'État lors de la remise du prix du président de la République du journaliste professionnel. Ces réductions varient entre 33 et 36% et sont accompagnées d'améliorations de la capacité. Il y a également la possibilité de choisir parmi sa gamme de packs pour assurer une sécurité optimale à leur site avec des tarifs réduits. Il a été question de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf en Conseil des ministres, une double voie ferrée reliant le site minier de Garage-Villette au reste du réseau, une ligne éminemment économique qui permettra le transport quotidien de marchandises et de voyageurs du sud-ouest vers le nord-ouest du pays et même au-delà. Compte tenu de son importance, sa réalisation dans les plus brefs délais est une priorité pour les autorités. Fatma Zohra Ben Farjala, Malika Bellal. La future ligne ferroviaire Béchar-Tindouf, longue de 950 km, devrait, en plus du transport du minerai de fer, du gisement de Garage-Villette, assurer le transport des voyageurs et des marchandises. Une fois achevée, cette voie ferrée constituera un levier de développement socio-économique pour toute la région sud-ouest du pays. Ce projet de voie ferrée permettra de faciliter le transport du minerai de fer à partir de Garage-Villette dans la wilaya de Tindouf vers la zone portuaire d'Arze à Oran pour l'exporter. Ce projet a des retombées économiques notables pour la wilaya de Tindouf.
Une fois opérationnel, ce projet de voie ferrée sera très bénéfique pour les habitants de la wilaya de Tindouf et même pour les habitants des wilayas traversés par cette ligne. Cela permettra d'attirer des investisseurs activants dans divers secteurs. Les travaux de réalisation ont déjà été entamés entre Tindouf et Oum El-Assel sur un linéaire de 175 km et aussi entre Béchar et Bni Abbas. Par ailleurs, des gares pour voyageurs seront réalisées à Badla, Oum El-Assel et Tindouf, ce qui contribuera à raccorder par voie ferrée ces régions et à donner une nouvelle dynamique aux échanges commerciaux et à l'activité économique. Nous sommes très optimistes quant à l'avenir de l'économie locale ici à Tindouf. Plusieurs projets d'investissement vont voir le jour dans cette wilaya grâce à ce projet de voie ferrée. Ce projet de voie ferrée réduira considérablement la distance et permettra également l'accélération du développement économique et social dans le sud-ouest. Le projet ferroviaire Béchar-Tindouf qui transportera annuellement, grâce à 8 trains, 50 millions de tonnes de minerais de fer de Garage Billet vers le futur complexe sidérurgique de Béchar et la zone portuaire d'Arzeu, donnera un nouvel essor économique et social à une grande partie de la région et renforcera les activités de transport ferroviaire des voyageurs et le désenclavement de plusieurs zones de cette partie du pays. Le dessalement d'eau de mer abordé également au Conseil des ministres. Un programme ambitieux a été lancé en réponse aux pluviométrie de ces dernières années. Parmi les projets réalisés, l'unité de Mostaganem, d'une capacité de production de 200 000 mètres cubes jour, elle alimente près d'1 million de personnes. Amal Bouarpa. Alternative salutaire pour remédier au stress hydrique, les stations de dessalement d'eau de mer en le vent en poupe en Algérie. De nombreux projets ont été lancés, comme ici dans la wilaya de Mostaganem. Cette station alimente en eau potable 90% des habitants de cette wilaya. Cette station est entrée en production en octobre 2011 avec un volume de production de 200 000 mètres cubes par jour qui permet d'assurer l'eau potable à près d'1 million d'habitants. Cette station couvre les besoins de 90% des habitants de Mostaganem. Le reste est alimenté par les barrages et les forages. L'eau de mer est acheminée à partir de pompes situées à 2 km du rivage. Cette station compte plusieurs installations et équipements de haute technologie ainsi qu'un laboratoire pour le traitement de l'eau de mer avec la technologie d'osmose inversée. Il y a une première filtration de l'eau, ensuite une deuxième étape de filtration et une microfiltration, avant le recours au traitement avec la technologie d'osmose inversée. Le pompage d'eau produite, le pompage commercial. Nous effectuons toutes les analyses physiologiques et chimiques nécessaires. La conductivité, la turbidité, La station de dessalement d'eau de mer de Mostaganem est un acquis important pour cette wilaya. C'est aussi le cas des stations lancées à travers les wilayas côtières, car le recours aux techniques de dessalement s'impose aujourd'hui comme une solution pertinente face à la rareté de l'or bleu. La saison froide s'installe, synonyme de recours fréquent au chauffage. Et comme vous le savez, la Sonalgaz avait entrepris l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone cette année. À titre gracieux, dans les foyers algériens, une nouvelle opération a été lancée ces derniers jours. Falil Chir a accompagné une des équipes de la Sonalgaz. Reportage. Dans le cadre de la lutte contre les intoxications en monoxyde de carbone, très fréquentes durant la saison hivernale, les services de la Sonalgaz de la wilaya d'Alger ont entamé l'opération d'installation de détecteurs de monoxyde de carbone à titre gracieux dans les foyers. La direction de distribution de Boulourine a entamé et démarré l'opération d'installation de 2 appareils détecteurs de monoxyde de carbone, ce gaz qui n'a ni l'odeur ni la couleur, donc dans le but d'éliminer, de réduire
les cas d'intoxication qui ne cessent pas d'augmenter. Nous avons suivi une équipe technique de la Sonalgaz qui s'est déplacée chez un abonné de la compagnie pour un emplacement de l'équipement d'alerte et de prévention contre l'infiltration du gaz de monoxyde de carbone. Après le contrôle des installations internes et des équipements fonctionnant au gaz, au niveau du domicile, le technicien a fixé 2 appareils de détection, un au plafond et l'autre au mur, au grand bonheur de la mère de famille, rassurée sur sa sécurité et celle des siens. Je suis contente qu'il y ait Sonalgaz اليوم باش نشعل الشوفاج تاعي باش نرقد tranquillement. Une opération qui sera généralisée jusqu'à dotation de tous les foyers en détecteur de monoxyde de carbone pour un risque zéro en matière d'intoxication au monoxyde de carbone. Du nouveau dans les scandales qui ont éclaboussé le Marzen, de hauts responsables de l'État marocain font l'objet de mandats d'arrêt internationaux. Dans l'affaire de corruption au sein du Parlement européen, le parquet belge n'écarte plus l'implication du Marzen dans ces magouilles et ces pots de vin qui passaient par l'ambassadeur marocain en Pologne. C'est une enquête de la RTBF qui a révélé le poteau rose. Yamina Saïdji. Les taux se resserrent de plus en plus autour de la mafia du Merzen à la suite des scandales Pegasus et du Maroc Gate, révélant le mode opératoire du régime dictatorial de Mohamed VI qui a profité de toutes les failles de la démocratie européenne pour déployer ses lobbies et tenter d'influencer ses voisins du Nord en usant de la corruption et du chantage. C'est Bruxelles qui est aujourd'hui en première ligne du sursaut salvateur européen. Suite à une enquête approfondie de la radio-télévision belge RTBF, des mandats d'arrêt internationaux auraient été émis contre le Premier ministre marocain, Aziz Akhnouch, et le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Abdelrahim Atmoun, ambassadeur marocain en Pologne, a été formellement identifié comme étant le financier de criminel qui a fait main basse sur le Parlement européen. Ce dernier n'aurait de toute évidence pas pu agir sans désordre venant de sa hiérarchie directe. Atmoun a déjà fait l'objet de sanctions financières en France, tout comme Yassine Mansouri, chef de la DGED, Direction générale des études et de la documentation, visé par un mandat d'arrêt international de la part de la justice européenne. Les diplomates marocains ont également été interdits d'accès au siège du Parlement européen. Les actions du Merzen, déboursant des centaines de milliers d'euros en liquide dans cette opération de corruption à grande échelle, soulèvent donc des interrogations sur l'implication de Aziz Akhnouch et Nasser Bourita. Eva Khalil, eurodéputée grecque, a avoué dans le cadre des enquêtes sur le Maroc Gate l'implication d'une bande criminelle internationale comprenant des eurodéputés corrompus. Le Maroc aurait acheté des votes pour défendre sa colonisation du Sahara occidental, tout en cherchant à faire taire le Parlement européen et les médias sur ses atteintes aux droits de l'homme. D'autant que le soutien dont il bénéficie de l'entité sioniste depuis son deal du siècle lui garantit déjà une impunité de toutes les critiques de la part des médias occidentaux. Un mot de sport et il y aura du football ce soir. Le représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine, l'USM Alger, affrontera son homologue égyptien, le Future FC. Un match prévu à partir de 20h au stade du 5 juillet et comptant pour la 3e journée de la phase de poule du groupe A. Le club tentera d'assurer sa qualification en quart de finale. Cette rencontre, vous pourrez suivre cette rencontre sur la chaîne terrestre, la première chaîne de la télévision nationale. On vous emmène en excursion dans la ville des 1001 coupoles. Oued Souf s'affirme comme une destination touristique. Elle séduit de plus en plus. Ses paysages féeriques, son patrimoine et son histoire ajoutent au charme du silence et de la qualité caractérisant la région. Reportage de Yamina Saïdji. Renommé pour sa beauté naturelle et sauvage, le désert algérien continue d'émerveiller les visiteurs. Notre exploration au cœur de la ville des 1001 coupoles, Oued Souf, a été une expérience captivante, révélant la richesse culturelle de ce lieu. On a fait Janet, on est allé dans le Tassili, dans le désert, c'était super beau. Et là, on découvre El Oued. C'est hyper beau, il y a un mélange de désert, l'architecture est pas mal aussi dans le centre-ville avec les coupoles. Donc non, je suis très ravi. C'est un endroit qui est magnifique avec des gens qui ont beaucoup de générosité, qu'on voit
dans très très peu de pays. Et El Oued, c'est un très joli endroit avec le désert. Il y a des endroits typiques aussi dans le souk qu'on a eu l'occasion de visiter. C'était splendide. Et évidemment, j'ai très envie de revenir. La wilaya attire de plus en plus de visiteurs ces dernières années, notamment en raison de son emplacement stratégique à la porte du désert, ce qui a permis de booster le secteur du tourisme, faisant d'El Oued une destination prisée par les touristes, qu'ils soient algériens ou étrangers. Actuellement, la wilaya dispose de plusieurs infrastructures hôtelières ainsi que d'agences touristiques locales qui proposent des programmes attractifs. Au programme, visites guidées, raids en 4x4, en quad ou encore balade à dos de chameau, chaque moment est une découverte unique. Je trouve que c'est vraiment la plus belle région d'Algérie. C'est là qu'on a des traditions et j'espère qu'elles vont être conservées par les gens qui vivent ici, par nous aussi. C'est important qu'on garde ça et qu'on transmette aux générations futures parce que c'est vraiment très beau, c'est magnifique. Alhamdulillah, actually I came here, Algeria. Je suis venue en Algérie pour des raisons professionnelles, afin d'exporter des dattes algériennes vers mon pays. C'est ma première visite ici et j'ai eu l'occasion de découvrir des paysages magnifiques, aussi bien dans le nord que dans le sud du pays. El Kandra, Gofi, Sahara. La magie du désert s'exprime aussi dans la dégustation d'El Mella, ce pain traditionnel farci cuit sur le sable chaud, offrant un délice authentique au goût du Sahara. Et pour finir la soirée en beauté, une troupe musicale, Zorna, résonne dans l'atmosphère envoûtante du désert soufien. Cette visite dévoile la richesse culturelle et la beauté naturelle de Oued Souf. Une escapade mémorable qui éveille tous les sens. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Alger.